Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir faire un peu de silence et bien vouloir accueillir Monsieur Raphaël Enthoven. Merci. Merci de votre accueil. Bonsoir à tous. Certaines assemblées, croyez-le sur parole, sont plus aimables que d'autres. Croyez bien, cher Éric de Rothschild, que le rôle d'invité d'honneur, si difficile soit-il à ce dîner, est moins difficile à tenir que le rôle d'adversaire frontal dans d'autres lieux. C'est un honneur de parler ici, effectivement. Invité d'honneur, l'honneur est pour moi. C'est un honneur de parler ici, en votre compagnie, d'un tel sujet. Merci de cette occasion donnée, vraiment. Et merci de l'occasion donnée de parler avec vous d'un livre que vous avez tous lu, qu'on est nombreux à avoir lu et qu'il faut lire et relire, qui est « Si c'est un homme » de Primo Levi, et plus particulièrement du chapitre 11. C'est de ce chapitre que je parlerai aujourd'hui, parce que ce qui s'y dit de la mémoire est fondateur. Des livres entiers, des études ont été faites sur ce chapitre, qui pourtant est un chapitre très court, mais c'est un chapitre majeur, voici pourquoi. Primo Levi est en train de récurer l'intérieur d'une citerne souterraine il faut préciser que, évidemment, à Auschwitz, c'est un travail béni parce qu'il est discret et surtout, dit-il, c'est un travail de luxe, malgré le froid, l'humidité, la poussière de rouille qui laisse à la bouche un vilain goût de sang. Et il est en train de faire son travail quand soudain surgit le piccolo du commando, le commando des chimistes, dont Primo, évidemment, fait partie, et qui s'appelle Jean Samuel, mort en 2010, un étudiant alsacien. Et alors, c'est un type génial, c'est le piccolo. D'abord, il a le poste le plus enviable, évidemment, du commando. Il est livreur commis aux écritures, préposé à l'entretien de la baraque, à la distribution des outils, au lavage des gamelles, etc., etc. Il a une demi-ration supplémentaire, il reçoit les confidences du chef. Après 1000 efforts, 1000 tentatives d'approche, Jean Samuel réussit à entrer dans les petits papiers du capot Alex, dont il répare les vêtements, les chaussures et dont il rédige les rapports quotidiens sur les travaux et prestations. Bref, Jean, tout le monde l'aime. Des bourreaux aux victimes. Et Primo et lui, pour le bonheur de Primo, deviennent amis. Voilà le décor. Et alors, ils deviennent amis à tel point que Jean réussit un jour à faire accepter Primo dans l'équipe chanceuse qui s'occupe de la corvée de soupe. Concrètement, il faut marcher 1 kilomètre, puis retourner avec la marmite de 50 kilos enfilée sur des bâtons. Mais c'est la moins pire des corvées, parce que à l'aller, on n'a rien à porter, ce qui est merveilleux. On peut s'approcher des cuisines, ce qui n'est pas désagréable. Et ce jour-là, dit Primo, dehors, l'air était tiède et sous le soleil, il montait de la terre une odeur légère de peinture et de goudron qui lui rappelle une plage d'été de son enfance. En vérité, ce moment de douceur, rarissime dans Si c'est un homme, est exactement l'équivalent du moment où Rieux et Tarrou, dans La Peste de Camus, s'aventurent à sortir de rang malgré la quarantaine et vont nager avec le sentiment que, pour un instant, comme pour Jean et Primo, la peste les a oubliés. La nature humaine est ainsi faite qu'à la seconde où le vital est assuré, le superflu entre en scène, le superflu, c'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire la littérature. Pour remercier Piccolo de ce moment, la particularité de Piccolo, c'est qu'il est polyglotte mais inculte. Il parle plein de langues, mais il ne connaît rien à rien. Et donc, pour remercier Piccolo, Primo décide de lui apprendre un peu d'italien et pour ce faire, de lui parler de Dante, mieux, de réciter du Dante à son intention. Et j'en viens à ce que je veux vous dire. Il essaie de se remémorer le chapitre 26 de l'Enfer, mieux connu sous le nom de Chant d'Ulysse, mort d'Ulysse, sur qui la mer s'est refermée dans la version que Dante en propose. Or, ce qui est fondamental, c'est que les vers de Dante reviennent à Primo Levi, mais incomplets et dans le désordre. Et ce qu'il peut dire à Jean de la Divine Comédie est une relique de mémoire, des bribes de vers sauvées de la noyade dans l'oubli. Et il se dit, à un moment, si Jean est intelligent, il comprendra. Aujourd'hui, j'en suis sûr.
Alors bon, les premiers vers qui lui viennent à l'esprit sont ceux d'Ulysse lui-même, narrateur de sa propre disparition, de son engloutissement, et c'est important qu'il commence ainsi. Mais plus que la volonté de l'auteur, Primo Levi, d'ancrer sa parole dans le sillage de Dante, et même plus encore dans le sillage de Homère, parce que dans l'Odyssée, le chant 11 correspond au chapitre 11 de Si c'est un homme, et c'est le chant d'Ulysse également, plus que cela, il y a dans la façon qu'il a de s'en souvenir un véritable discours de la méthode pour les temps à venir, et je crois aussi, après ce qu'on a entendu, on peut le dire, la raison d'être du mémorial. Les vers sont incomplets. Primo compense d'abord dans ce cours de littérature improvisée, tandis qu'ils vont vers l'endroit où travaille le commando des poseurs de câbles. Primo compense les trous de sa mémoire par de l'exégèse, par des détails, par le résumé, ce qui est un blasphème, des vers qu'il a oubliés. Un sacrilège, dit-il. Mais au cœur du sacrilège, comme un diamant noyé dans le charbon, il y a des vers qui survivent tels qu'en eux-mêmes, purs, qui sont exactement ce qu'ils étaient. La mémoire est fidèle et il le sent. Il sent qu'il dit juste quand il dit cela. Alors, on peut, et on l'a fait abondamment, il est essentiel de le faire dans les écoles, et c'est aussi le travail du mémorial, je n'en doute pas. Il est essentiel, bien sûr, de prendre ces vers pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la métaphore de sa propre condition. Le détour par la fiction lui permet de mieux sentir l'engloutissement qui le menace lui-même. Et il n'est besoin que de consulter les essais innombrables là-dessus pour le savoir. Mais ce qui m'importe ici, et ce que je suis venu vous dire, c'est le caractère parcellaire de cette restitution. C'est ça qui est essentiel en fait. Primo raconte la discussion avec Jean en préservant les conditions mêmes de la discussion, c'est-à-dire un décor sinistre et une mémoire en lambeaux. Il aurait pu tricher. Il s'est mis à la rédaction de Si c'est un homme en décembre 1945. Je veux dire, il avait la Divine Comédie sous la main. Rien ne l'empêchait d'ouvrir le livre pour retrouver les vers eux-mêmes. Non, il ne le fait pas. Il ne s'agit pas de Dante. Il s'agit de sa propre mémoire qu'il veut préserver. Et contrairement à Dante, sa mémoire à lui, elle est imparfaite. Il s'agit de préserver la mémoire même de son imperfection, c'est-à-dire une mémoire vivante. Plus que la facilité d'un texte qu'on recopie, il choisit la difficulté du texte dont on se souvient. Plus que la perfection, il choisit les reliques, les bribes. Il regarde chaque vers comme un diamant. Évidemment, chaque vers, à ce compte-là, devient l'équivalent de l'humanité qu'on sauve du désastre. C'est un procédé d'ailleurs repris dans le très beau, je suis certain que beaucoup d'entre vous le connaissent, Proust contre la déchéance de Joseph Czapski, qui raconte l'histoire de ce colonel polonais qui improvise des cours sur Proust de mémoire dans les camps. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui compte dans ce récit n'est pas l'exactitude de la restitution des vers de Dante, c'est l'absolue fidélité au texte. La fidélité compte plus que l'exactitude, la fidélité aux traces que Dante a laissées en nous, la fidélité au caractère fragmentaire d'une mémoire brisée qui veut recoller les morceaux. Et c'est ça qu'il raconte. Ça n'est pas ce que dit Dante qu'il raconte. Non, c'est très intéressant d'ailleurs de voir qu'on comprend, quand on lit Si c'est un homme, on le comprend mieux encore que par l'intercession du texte lui-même, que l'enjeu est vraiment de sauver l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité, ce n'est pas simplement l'équivalent des compagnons d'Ulysse engloutis par les flots comme les compagnons de Primo seront mangés par le gaz et le feu. L'humanité est tout entière dans l'effort de ne pas tout perdre et de consentir aux fragments. L'humanité de l'homme est ce qu'il faut sauver, plus encore que nos vies, comme en témoigne d'ailleurs ce prisonnier qui, un peu plus tard dans le livre, se console de sa propre pendaison en songeant qu'il est le dernier à mourir dans ce camp de malheur. Or, le signe de l'humanité, c'est la mémoire imparfaite sur les épaules de qui repose la tâche infinie de sauvegarder ce qui peut l'être. Et c'est pour ça qu'il est si important que ces vers soient incomplets dans le chapitre 11 de Si c'est un homme. Il faut que ces vers soient incomplets, non pour dire ce qui a disparu, mais pour dire ce qui survit. Pas pour raconter un naufrage, mais pour raconter les rescapés. Pas pour verser dans l'oubli, mais au contraire pour opposer l'arbitraire d'une mémoire volage
et capricieuse à la mécanique de mort et d'oubli où sont plongés les prisonniers, et le faire comme on oppose frontalement la vie à la mort. Notre mémoire est comme un chimiste perdu dans un camp d'extermination. Elle est menacée par l'oubli de toutes parts. Elle se cabre contre la mort en exhumant ce qu'elle savait de l'enfer avant d'y pénétrer. Et rien n'est plus important que ce geste qui témoigne autant de la violence subie que de l'effort à hauteur d'homme pour ne pas tout laisser à la violence. Si c'est un homme, il ne peut pas se souvenir en entier du chant 26 de Dante. Mais si c'est un homme, il sait à quel point de ce qu'il est capable d'en retenir dépend sa propre humanité et le retour du pourquoi, même là-bas. Alors, pardonnez-moi une banalité qui en fait ne l'est pas tant que ça. Le devoir de mémoire est d'abord un devoir de souvenir. La condition de possibilité de la mémoire collective des douleurs qui nous ont, pour certains, été épargnées et que beaucoup d'entre nous auraient subi s'ils étaient nés en France un peu plus tôt, est le souvenir singulier d'un homme qui traque dans les limbes de son esprit tout ce que les Allemands n'ont pas encore détruit. Si on privilégie la fidélité sur l'exactitude, c'est de cette manière-là qu'il faut lire Primo Levi. C'est-à-dire aux antipodes des gens qui se satisfont de l'avoir lu quand ils étaient jeunes et croient en avoir tout dit une fois qu'ils ont cité le capot déclarant « Ici, il n'y a pas de pourquoi ». Quand on a dit ça, pardon de vous le dire, on n'a rien dit. Ce qui compte, ça n'est pas la citation qui résume la thèse du livre. Ce qui compte, c'est le souvenir qui maintient lui-même, par la grâce d'un lecteur généreux, le livre en vie. Il faut lire Primo Levi comme Primo Levi lit Dante, ou Homère, ou Proust, qui lui-même d'ailleurs décrit un voyage aux enfers. Il faut tenter, en le lisant, d'oublier le moins possible. Et dans cet effort conjugué de la mémoire et de la volonté, réside non pas notre salut, pour croire au salut après Auschwitz, il faut être dans le déni, mais plus modestement, notre santé mentale. Une société qui lit Primo Levi et se transmet le flambeau de ce livre est une société qui s'immunise. Il faut se passer ce livre comme on se passe un antidote dont l'efficacité dépend du souvenir qu'on en a. Mieux vaut traquer dans les limbes de la mémoire le souvenir imparfait, mais la parole vivante, plutôt que s'endormir sur le sentiment que tout a été écrit et que les livres sont là pour s'en souvenir à notre place. Aucun livre ne nous dispense de l'effort de le lire. Un livre est un outil ambivalent, parce qu'il garantit la mémoire tout en développant une coupable paresse du souvenir. Pourquoi se donner la peine d'apprendre par cœur ce qui est écrit ? C'est d'ailleurs l'argument qu'oppose Pharaon au scribe, qui était son adjoint en charge de la mémoire, qui, dans le Phèdre de Platon, lui dit qu'avec l'écriture, maintenant, rien ne sera perdu. Et Pharaon lui répond, mais pas du tout, c'est pas la mémoire que tu sauves, c'est l'oubli. Un texte devient facilement une lettre morte, seule compte la parole vivante. C'est d'ailleurs pour ça que Socrate n'a rien écrit et que Platon n'a écrit que des dialogues. Il faut maintenir la parole vivante et vivace au cœur d'un corpus dont la noblesse est d'être éternel. Voyez combien, et j'en termine là-dessus, voyez combien Primo Levi, dans ce chapitre, délivre une méthode qu'il est essentiel, je crois, aujourd'hui de mettre en œuvre. À vrai dire, en relisant ce chapitre, je me suis même demandé s'il ne l'avait pas écrit exactement pour la période que nous vivons, et en y pensant, pour une raison très simple, c'est que si Primo Levi est peut-être encore plus essentiel aujourd'hui qu'il ne l'était, c'est que, et je le dis devant certains d'entre eux, avec tout le respect dont je suis capable, nous sommes au bord de la disparition des derniers témoins. Nous sommes au bord de l'engloutissement de la parole vivante. La parole vivante. Il va falloir vivre avec cette béance supplémentaire. Ceux d'entre vous qui, comme moi, ont eu le privilège d'être accompagnés par un témoin lors de leur visite là-bas, prennent la mesure de la chance qu'ils ont. La parole que nous avons entendue ce jour-là, le témoignage, moi c'était Ginette Kolinka. Le témoignage, l'effort inlassablement répété de se souvenir de tout et surtout des plus petites choses et de transmettre aux générations suivantes le détail des souffrances qu'on a subies, c'est exactement l'équivalent du geste qui vaut à Primo de réciter ce qu'il a retenu de l'enfer. Chaque détail, chaque parcelle de témoignage, chaque souvenir qui revient est comme un vers de l'enfer. Et bientôt tout ça aura disparu. Et sur les épaules des survivants, des rescapés que nous sommes,
repose la responsabilité de traiter ces témoignages avec les mêmes égards que Primo peut avoir pour les vers de Dante. Ou plutôt, quand on se rend à Auschwitz, on ne retient pas tout, et c'est normal. Et le plus souvent, ce sont des impressions qui surnagent, le froid, l'impersonnalité, l'horreur, la tristesse. Rien n'y est plus important que nos propres sensations. La pelote de souvenirs qu'on se fabrique en y allant n'est pas juste là pour dire qu'on y a été, mais qu'on y est encore, qu'on y est à notre tour, comme on aurait pu s'y trouver si on était né plus tôt, et qu'on est le gardien des douleurs qui, miraculeusement, nous ont été épargnées. Parce que si nous sommes des hommes, une partie de nous-mêmes doit rester dans ces lieux pour veiller sur ces fantômes. Merci de votre attention. Merci Raphaël Enthoven, merci Raphaël d'être le témoin des témoins. Et comme vous êtes le témoin des témoins, je veux commencer ce court discours, je vous rassure, parce que ce sera le dernier de cette soirée, pour saluer nos amis rescapés de la Shoah dans cette salle, Esther, Paul, Yvette et tant d'autres. Ce dîner est toujours le vôtre, vous êtes nos témoins. Et comme l'a très bien rappelé Raphaël, à partir de ce superbe texte de Primo Levi, le témoin est essentiel. Mais au-delà du témoignage, je voudrais parler ce soir de sujets d'actualité. Le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme, le complotisme sont toujours là, toujours vivaces. Et avec la crise des Gilets jaunes, cette expression polymorphe de la haine a déferlé sur toute la France. Oui, toute la France, et même au plus profond de nos campagnes, comme chaque samedi, pendant de longs mois, de bien trop longs mois, au cœur même de notre ville, c'est notre ville que nous aimons tant, chère Anne, Paris. Comme l'a très bien déclaré Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, notre partenaire, depuis janvier 2018, s'installe un climat anxiogène inquiétant. Au-delà de l'antisémitisme islamiste, nous assistons à la résurgence d'une extrême droite identitaire virulente qui n'hésite plus à passer à l'acte. Ainsi, en 2018, les actes antisémites ont encore augmenté de 74%. Oui, 74%. À chaque manifestation de Gilets jaunes, rappelez-vous, il y a eu au moins un débordement antisémite, des affiches complotistes, des tags nazis, des propos antisionistes, des insultes, des violences aux biens et aux personnes. Cet antisémitisme recouvre plusieurs formes, et nous les connaissons bien en mémorial, comme un millefeuille de toutes les haines des Juifs, avec à chaque génération une nouvelle couche plus créative que la précédente. Il vient de l'extrême droite qui relève la tête, alimentée par Soral et Dieudonné. Il se développe à l'extrême gauche avec les indigènes de la République, comme avec certains élus de la France insoumise. Il vient des mouvements antisionistes et d'appel au boycott d'Israël comme le BDS. Il vient de l'islam radical et de ses multiples réseaux et mosquées en France. Il est partout présent et visible sur les réseaux sociaux qui peinent et surtout tardent à effectuer le nettoyage nécessaire. Pour lutter contre cette haine, le mémorial, et c'est là où je veux en venir, est et reste en première ligne. Le mémorial n'est pas là pour dénoncer, juger ou faire de la morale, ça nous le laissons aux journalistes, aux éditorialistes et aux hommes et aux femmes politiques. Le mémorial, et vous l'avez vu ce soir, avec ses équipes admirables et dévouées, dirigées avec enthousiasme par Jacques Frege, sous la présidence d'Éric de Rothschild, sont à l'avant-garde de ce combat quotidien. Et je vous demanderai de toutes et tous les remercier ce soir pour cet engagement et ce dévouement. Ce travail au quotidien, vous l'avez encore vu ce soir, était un travail de terrain pour instruire et pour former contre la haine antisémite, raciste et complotiste, partout en France et même en Europe. Ce travail, ils ne peuvent l'accomplir qu'avec votre soutien vital et essentiel. Nos combats sont la déconstruction de la haine par l'éducation, en instruisant la jeunesse, comme vous avez pu le constater ce soir, et en formant leurs professeurs. Le mémorial de la Shoah, au cours de cette soirée, vous en êtes rendu compte,
est l'acteur le plus engagé et le plus efficace en France sur ce terrain-là, car son dispositif permet de toucher chaque année 6 000 éducateurs et plus de 100 000 élèves en France, soit un jeune Français sur 7 par classe d'âge. Pour cette mission essentielle de défense de nos valeurs républicaines de fraternité et de tolérance, nous sommes uniques par nos compétences, notre capacité d'intervention sur tout le territoire, même dans les lycées reculés et oubliés de nos banlieues et de nos campagnes. Mais pour instruire, accueillir et former, nous avons besoin de vous, nos amis et donateurs du Mémorial de la Shoah. Nous gérons plusieurs lieux de mémoire, comme l'a rappelé Jacques Fredge, et nous déployons sur le territoire national avec des accords avec tous les rectorats. Notre budget annuel, et veuillez m'excuser par avance d'évoquer des chiffres, après le superbe plaidoyer pour la mémoire de Raphaël Enthoven, notre budget annuel se monte à 16 millions d'euros. La moitié est assurée par le financement essentiel de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont je veux remercier son président, David de Rothschild, son directeur général, Philippe Alouche, sa directrice adjointe, Gabrielle Rochman, et toutes leurs équipes. Mais ce financement est plafonné, et ce, depuis de nombreuses années. 5% nous sont par ailleurs apportés par la mairie de Paris, les régions, et grâce à Jérôme Guedj, que je veux saluer ce soir, maintenant certains départements de France, 4 premiers départements ont signé des conventions avec le Mémorial. La mairie de Paris a toujours été un soutien fidèle, et je veux remercier tout particulièrement Anne Hidalgo, qui a toujours été à nos côtés dans toutes nos actions, oui, toutes nos actions, et je veux m'associer à elle pour l'hommage qu'elle a rendu à Catherine Vieux-Charrier, qui a fait un travail absolument exceptionnel. Et Catherine, vraiment, représente-toi, on veut que tu continues. Cette année, nous pouvons enfin, je dis bien enfin, remercier l'État. Pendant très longtemps, l'État français était très très loin du Mémorial de la Shoah, si loin qu'on ne le voyait pas. Il venait évidemment au Mémorial. Bon, le premier président à être venu était Jacques Chirac, avant il ne venait pas. Mais il venait, mais il ne finançait pas nos actions. Et cette année, en 2019, le président de la République est venu en février au Mémorial, puis a annoncé au dîner du CRIF que l'État allait augmenter son soutien, et ça a été suivi par une convention signée par le Premier ministre au Mémorial de la Shoah en avril. L'État a décidé d'augmenter sa subvention mémoriale de 500 000 € en 2019 et de 1 million d'euros pour 2020 et 2021. Ces sommes s'ajoutent à l'aide de 800 000 € allouée depuis 2007 par le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Je veux donc remercier tout particulièrement la DILCRA, le préfet Frédéric Potier, ses équipes, pour leur soutien au Mémorial comme leur premier partenaire pour les formations et l'éducation contre la haine en France. Nous sommes aussi soutenus à hauteur de 10% par des fondations privées et d'entreprises dont la SNCF, et je veux remercier son président Guillaume Pépi, administrateur du Mémorial, pour ce soutien engagé et constant, et saluer M. Alain Leray qui le représente ce soir. Enfin, 20% viennent de vous. Vous, nos mécènes privés et généreux donateurs, sans qui nous n'aurions pu accomplir ce que nous avons accompli depuis 15 ans. Certains d'entre vous nous ont donné via l'ISF jusqu'en 2017, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a depuis disparu. Et hélas, avec le nouvel IFI, impôt sur la fortune immobilière, votre générosité a un peu baissé. Elle a baissé de 800 000 € en 2018 et hélas, toujours de la même somme en 2019. Cette baisse tragique limite notre capacité d'action. Elle nous empêche d'aller dans autant de zones critiques où la haine et les discours de haine ne trouvent pas ou peu de contrepartie éducative. Cette année, nous vous demandons de vous mobiliser et d'être encore plus généreux. Il vous reste encore quelques mois, mais je vous demandais déjà de nous faire des promesses de dons dès ce soir. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2019 pour faire des dons déductibles de votre revenu. Et je vous rappelle qu'en faisant un don au Mémorial, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, ce don est déductible à hauteur de 66% de vos revenus. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à calculer, quand vous faites un don de 10 000 €, 6 600 € viennent en déduction de vos impôts et 3 400 €, c'est seulement ce que ça vous coûte. Avec ces 10 000 €, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut faire plein de choses. On peut former 10 professeurs pendant toute une semaine lors de nos universités d'été. Avec 10 000 €, vous permettez la numérisation de plus de 6 000 pièces d'archives.
Avec 10 000 euros, vous permettez à une classe de 20 élèves, et vous avez vu l'importance de ces voyages, de participer à un voyage d'études à Auschwitz-Birkenau. Avec 10 000 euros, vous permettez la production de l'enregistrement du témoignage de 4 rescapés. Et comme l'a rappelé Raphaël Enthoven, hélas, leurs voix s'éteignent petit à petit et les enregistrer est absolument clé. Mais si vous ne pouvez pas donner 10 000 euros, vous pouvez donner 1 000 euros. Ça vous coûtera que 340 euros. Avec 1 000 euros, ça nous permet d'accueillir 400 élèves au mémorial de la Shoah. Si vous êtes plus généreux, vous pouvez nous donner 5 000 euros. Et avec 5 000 euros, vous nous permettez d'aller au contact de 400 élèves dans des zones d'éducation prioritaire, dans des lycées qui ne sont jamais visités, dans les campagnes et dans les banlieues de France. Soyez généreux, soyez toujours à nos côtés dans ce combat pour l'instruction citoyenne et contre la haine. Et pour conclure, comme le disait notre amie Marceline Loridan-Ivens, disparue hélas il y a 1 an, il faut connaître l'histoire, il nous faut tirer les leçons de l'histoire, il faut la transmettre pour éviter que cela nous détruise de nouveau avec le développement de l'antisémitisme. Aidez-nous, par votre générosité, à tenir cette promesse faite à nos martyrs par le mémorial depuis 75 ans. Je vous encourage à remplir les enveloppes qui sont sur vos tables. Les hôtesses vont passer bientôt les ramasser ou confiez-les à vos chefs de table. Soyez généreux, votre générosité nous permet de faire reculer le combat contre la haine, combat essentiel à notre société. Je vous remercie.